Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Les big tech sur le banc des accusés des États-Unis à l'Europe. Entre enquête et antitrust, le numérique est-il en pleine crise de foi? On en parle avec un homme d'église et d'innovation, le prêtre geek Éric Salobière. Un esprit sain dans un corps sain, on vous propose des brosses à dents smart et silencieuses et un miroir qui lie l'image à la voix, des mots à suivre. Mais d'abord, bienvenue dans le futur. Singapour va devenir le premier pays à utiliser la vérification faciale pour son système d'identification nationale. Des impôts à la banque, 4 millions de citoyens auront un accès sécurisé grâce à leur visage pour mot de passe. Mais entre vérification et reconnaissance biométrique, la cité-État est-elle en train de jouer sur les mots et sur les libertés? Les détails tout de suite avec David Gilberg et Jean-Émile Jamine. Les innombrables mots de passe présents dans nos vies vont-ils disparaître? Pour accéder à son compte en banque ou à un service public, il pourrait bientôt suffire de présenter son visage. La vérification faciale a déjà été adoptée sous des formes diverses à travers le monde, comme pour le déblocage de certains téléphones ou des systèmes de paiement. Certains gouvernements l'ont déployé dans les aéroports pour les contrôles de sécurité des voyageurs. Mais Singapour s'apprête à aller beaucoup plus loin en étant le premier pays au monde à utiliser la vérification faciale pour son système d'identification nationale appelé SingPass, un procédé qui soulève des questions éthiques importantes pour les défenseurs de la vie privée. Il faut prendre beaucoup de précautions pour savoir si le consentement est donné librement et en pleine connaissance de cause, en prenant également en compte le rapport de force entre l'individu et le gouvernement, mais également entre les gens et les institutions, comme les banques, qui utilisent ce genre de technologie. La technologie permet de prendre une série de photos du visage d'une personne sous différentes lumières. Elle les compare ensuite avec d'autres données comme les cartes d'identité, les passeports ou les badges professionnels déjà collectés par le gouvernement. Pour les créateurs du programme singapourien, le risque de dérive est limité par le caractère consensuel de cette innovation. C'est différent de la reconnaissance faciale que l'on utilise notamment pour la surveillance. Donc, la grande différence entre les deux, c'est que la vérification faciale est un procédé intentionnel qui nécessite que l'utilisateur se présente de lui-même et fournisse son consentement. La société GovTech insiste aussi sur le fait qu'aucune donnée ne sera partagée avec une autre entité. Et les usagers de SingPass auront toujours le choix de continuer d'utiliser des mots de passe classiques. Actuellement en phase finale d'expérimentation, la technologie est testée par plusieurs services gouvernementaux et par la plus grande banque de Singapour, DBS. Des auditions au Congrès, des enquêtes à la Commission européenne et puis un antitrust retentissant en préparation. Les big tech sont sur le banc des accusés et on en parle avec notre meilleur juré, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors on a l'impression que l'étau se resserre dangereusement autour de ces big tech et ça pour des raisons différentes. Oui, on accuse notamment ces big tech d'être antidémocratiques. C'est en tout cas l'opinion de Shoshana Zuboff, la professeure à la Harvard Business School, qui, dans l'âge du capitalisme de surveillance, explique que bien souvent les réseaux sociaux savent tout de nous, mais qu'ils veulent souvent orienter nos pensées, rien de moins. On accuse également ces réseaux sociaux d'avoir un côté sombre. Et c'est l'opinion cette fois-ci de la chercheuse en modération Sarah T. Roberts, qui, derrière les écrans, décrit le quotidien de modérateurs qui, bien souvent situés à l'autre bout du monde, très mal payés, eh bien, vont devoir modérer des contenus racistes, sexistes, extrêmement violents. Et c'est très difficile à vivre par définition. Enfin, on accuse ces big tech d'être souvent monopolistiques par essence, comme l'explique le journaliste de The Atlantic Franklin Foer dans World Without Mind. En fait, avec l'accélération technologique, bien souvent, ces big tech se retrouvent toutes seules sur leur marché. Accusés, levez-vous. Alors, pour remettre de l'ordre, un règlement en préparation est en train d'être façonné à Bruxelles. Il ambitionne de donner un cadre législatif à l'espace informationnel
pour les 20 prochaines années. Rien que ça. Il est baptisé Digital Services Act et il fait partie d'ailleurs des promesses de campagne de la présidente Ursula von der Leyen. Oui, c'est un arsenal d'outils législatifs très contraignants pour les big tech qui sera présenté le 2 décembre. On envisage notamment d'auditer plus sérieusement les algorithmes qui parfois peuvent recommander de la publicité sur des contenus haineux, une modération ex ante, c'est-à-dire dès la publication des contenus, mais surtout qui se fait dans le pays où sont diffusés ces contenus, avec une obligation de résultat. Et si ça ne marche pas, eh bien, Thierry Breton l'a expliqué à Jean Castex, eh bien, l'Europe aura la main qui ne tremble pas. L'idée, c'est bien sûr de résister au lobby de ces big tech. On n'est jamais trahi que par les siens, c'est ce que doit se dire en ce moment même la Silicon Valley, puisque ce démantèlement d'ailleurs n'est plus tabou non plus aux États-Unis, le pays de naissance des géants du net. Oui, alors c'est la commission antitrust qui s'est appuyée sur le Sherman Act qui date de 1890 et qui a, dans les années, au cours du XXe siècle, favorisé l'éclatement de sociétés pétrolières, de sociétés télécoms. Mais ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, on parle ouvertement de démantèlement. Et la société qui est vraiment dans la cible, c'est Google, à qui on reproche par exemple la suppression de cookies pour les tiers sur Chrome. Et on obligera peut-être Google à vendre Chrome. Cela redonne bien sûr de l'espoir à des concurrents déjà existants. On a vu plusieurs moteurs de recherche challenger comme DuckDuckGo, Quant ou encore Ecosia écrire une lettre ouverte à Margaret Vestager. Et puis, on murmure qu'un certain Apple lancera peut-être son moteur de recherche. Bref, il y a encore de la bataille dans les géants du net qui se préparent. On vous laisse enquêter l'espace d'un instant puisqu'on va continuer à parler justement de cette tech qui serait en pleine crise de foi. Les Deus ex machina de l'innovation sont devenus les anges déchus de la privacy et les utilisateurs adeptes d'hier en sont les plus fervents critiques aujourd'hui. Alors comment retrouver un peu de sérénité numérique ? Il est prêtre, dominicain et geek. C'est l'homme qui connecte l'église et les patrons du digital. Bonjour Eric Salobir. Bonjour Marjorie. Alors vous publiez Dieu et la Silicon Valley, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Est-ce que ça veut dire qu'on a placé trop d'espérance dans la technologie ? C'est vrai, quand on voit cette crise du Covid-19, on peut se dire que notre technologie, si sophistiquée, si développée, ne nous a pas plus protégés qu'en son temps la ligne Maginot, un peu comme si le totem n'avait pas fonctionné. Mais peut-être que le problème, ce n'est pas tant la technologie que notre rapport à la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit la technologie comme un totem, comme quelque chose, quelque part qu'on place en face de nous et qui est censé nous aider, nous chaperonner, ça ne fonctionne pas. Et de fait, ce rapport à la technologie, il est aussi assez concrètement problématique lorsqu'on utilise des ressources, lorsqu'on pollue, lorsque la technologie, on l'utilise pour développer des chaînes d'approvisionnement qui sont très complexes. L'IA, par exemple, on l'a beaucoup utilisé pour avoir des systèmes économiques, commerciaux très efficients, mais au détriment de la résilience. Et là, on voit qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais en parallèle, il faut être juste, la numérisation de l'économie nous aide dans cette période de confinement, et puis les technologies, elles aident aussi beaucoup pour lutter contre la pandémie. Donc, quelque part, la technologie, elle doit faire partie de la solution. Simplement, peut-être qu'il faut qu'on repolitise la technologie, c'est-à-dire qu'on la replace au centre de la police, c'est-à-dire en fait de la société, et que quelque part, on se demande quel type de société nous voulons bâtir avec quel type de technologie. Alors, un des chefs d'accusation qui se retourne contre la tech aujourd'hui, c'est évidemment celui de la privacy. Est-ce qu'on n'a pas vendu notre âme au diable en devenant captif des plateformes ? Alors, si par plateforme, on entend ces marketplaces, par exemple, ces plateformes à la fois de VTC, de vente en ligne, de location, peut-être qu'effectivement, on a fait une bêtise parce que elles se veulent le marché le plus ouvert possible où tout le monde peut rencontrer ses clients et en même temps, elles constituent quelque part l'ultime médiation, c'est-à-dire que celui qui contrôle la plateforme contrôle un pan entier de l'économie, un pan entier de l'information et ça, c'est dangereux. Mais en parallèle, je pense qu'on a besoin de la capacité d'investissement de grandes entreprises. Alors effectivement, pour le moment, ces grandes entreprises, elles sont beaucoup américaines. On peut se poser la question, est-ce qu'elles partagent toutes nos valeurs ? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit essayer de leur imposer ? Qu'est-ce qu'on doit faire peser dans la négociation ? Mais je pense que malheureusement, en Europe, on n'est pas si clair que ça sur ce que sont nos valeurs clés. Vous avez parlé de la vie privée, c'est important. Il y en a d'autres sur lesquelles on n'a peut-être pas mené jusqu'au bout la réflexion. Et il faut se dire qu'en embuscade, il y a aussi d'autres entreprises, notamment des entreprises qui viendraient de Chine, par exemple, avec lesquelles on partage peut-être encore moins de valeurs. Alors effectivement, à nous de négocier et puis peut-être aussi à nous de voir émerger ou de faire émerger de grands géants européens.
Et vous vous interrogez aussi dans ce livre Dieu et la Silicon Valley sur la façon dont la morale et la spiritualité peuvent accompagner les révolutions qui nous attendent. Mais Eric, est-ce que la technologie peut être réellement morale ? En fait, je pense que par définition, une technologie, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. C'est-à-dire qu'en fait, toute technologie sophistiquée, elle est porteuse d'une charge d'intentionnalité. C'est-à-dire quand on bâtit un algorithme, quand on crée un implant cérébral, ça dit quelque chose de ce qu'on imagine de l'humain, de la société, etc. Et quelque part, nos technologies, elles nous ressemblent. Mais en même temps, on est quelque part transformé par les technologies qu'on utilise. On le voit avec ces jeunes qui, à force de s'informer sur les réseaux, d'utiliser telle ou telle application, vont avoir des comportements différents. Quelque part, on est produit par nos produits. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de rendre la technologie ethic by design, c'est-à-dire comment faire en sorte que dès le début du développement d'un produit technologique, on y mette cette préoccupation éthique qui va faire qu'il va contribuer à une société dont on a envie. Quelque part, l'idée, c'est de bâtir une technologie plus humaine pour que, en retour, elle nous humanise. Dieu et la Silicon Valley, merci infiniment, Eric Salobir, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on vous propose de revisiter les basiques de votre salle de bain. On démarre avec une brosse à dents connectée, certes, mais surtout ultrasonique et magnétique. Et c'est la plus silencieuse du marché. Oui, Marjorie, on n'aura plus vraiment d'excuses pour ne pas se laver les dents, puisque effectivement, il y avait déjà des brosses à dents électriques et silencieuses qui existaient, comme la Silk. Mais ici, on va encore plus loin dans le silence, puisque même si on a 45 000 tours par minute, eh bien, on a moins de 45 décibels. C'est une belle innovation qu'on doit à Laurent Le Pen, un Français installé à Shenzhen. J'aimerais juste qu'on puisse la recharger un peu plus rapidement. Vous avez vu, c'est magnétique. Il faut encore 2,5 heures pour la recharger. Je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. On va quitter le monde du silence parce que cette fois-ci, on va aller voir un miroir qui est connecté, mais surtout qui se connecte à Alexa d'Amazon. Oui, alors c'est une innovation cette fois-ci américaine, Simple Human. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement. Ouais. Le miroir va savoir quand je suis devant. Il y a un éclairage qui se veut le plus naturel possible. Vous avez vu, ça a un petit peu changé. Il obéit à Alexa. Et puis, ça peut être agréable lorsqu'on se brosse les dents, par exemple. On va pouvoir utiliser une petite enceinte qui est connectée. Voilà. Donc vraiment, en période de confinement, on n'aura pas vraiment d'excuses pour ne pas bien se laver les dents dans sa salle de bain. Allez, vous pouvez revisiter votre salle de bain à loisir. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces infos. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux.